Mathias, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes là pour parler du Kinect, surtout du lancement en 2010, mais aussi avec un regard en arrière pour voir un peu le parcours du Kinect. Et vous avez donc beaucoup de connaissances quand même du monde du jeu vidéo et du Kinect plus particulièrement, parce que… Parce que déjà, ça fait 15 ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai travaillé chez des éditeurs Vivendi à l'époque. Puis j'ai travaillé chez Microsoft, où je m'occupais du marketing des jeux Xbox jusqu'en 2008. Et en 2010, au lancement de Kinect, j'étais passé du côté distributeur, où j'étais directeur marketing et communication chez Micromania, qui est le plus gros distributeur de jeux vidéo en France. D'accord. Et en effet, Hugo qui apparaît dans l'étude de cas, vous l'avez bien connu, vous avez travaillé avec J'ai lui. travaillé avec Hugo sur le Donc, lancement de Kinect en France. Donc là on parle du côté de la distribution, parce que là, au moment du lancement, vous étiez dans la distribution. Alors, le Kinect, il a été lancé en 2010, hein, c'est bien ça. Absolument. Alors, il y a beaucoup de relations publiques autour du lancement, on l'a bien vu, c'était la révolution, etc. Le contexte dans le jeu vidéo à cette époque-là, c'était quoi? Alors le contexte, c'est que en 2006, Nintendo avait lancé la Wii, qui était la première console qui a vraiment réussi à démocratiser le jeu vidéo. Parce que la promesse, c'était de simplifier le jeu vidéo. Là où habituellement, quand on joue au jeu vidéo, on a des manettes comme ça qui ont 10 boutons et ça rebute un peu le grand public parce qu'ils ne savent pas trop sur quel bouton appuyer. La promesse à l'époque de Nintendo, c'était de dire on sort quelque chose de beaucoup plus simple, la Wiimote, on la prend en main et quand vous faites un jeu de tennis, vous avez juste besoin de faire les mouvements de tennis. Donc pas besoin d'appuyer sur des boutons et le jeu suivra. Donc le contexte, c'était succès de Nintendo en 2006 jusqu'en 2008 et Microsoft voulait en fait surfer sur la vague, de dire surfons sur cette vague de la démocratisation du jeu vidéo et prenons quelque chose qui est encore plus abouti que la Wiimote et supprimons complètement, je dirais, la manette pour que ce soit juste les mouvements et qu'en fait le corps devienne la manette. D'accord. Et avant l'introduction du Kinect, le lancement du Kinect, il y avait la Xbox qui était positionnée comment sur le marché? Alors la Xbox, contrairement à la Wii justement qui était donc très grand public, la Xbox a plutôt un profil pour ce qu'on appelle les hardcore gamers, donc les joueurs assidus en français, donc sur des gens qui sont fans, qui jouent beaucoup, qui jouent à des jeux qu'on appelle hardcore gamers, donc des jeux qui sont assez longs, très variés. Donc c'est des gens en général qui ont le jeu vidéo comme passion première, là où en général la Wii c'est plutôt des gens qui ont le jeu vidéo comme passion en 3e ou 4e position, quoi. Mais donc, il y avait vraiment des joueurs Xbox qui étaient assez fidèles aussi, si C'était, comment dire, les gens qui aiment le jeu vidéo aimaient la Xbox parce que voilà, ce sont des gens qui retrouvaient l'expérience au niveau des graphismes, au côté multijoueur, c'était ce qui se faisait de mieux avec le Xbox Live. Donc en fait, la population était très fidèle entre la Xbox 360 et aujourd'hui la Xbox One. D'accord, et avec des jeux comme… Les plus connus, c'est des jeux comme Halo, qui était un jeu de guerre, Forza, qui était un jeu de voiture. Enfin, il y a des jeux dans chaque catégorie pour tous les grands publics, enfin pour tous les publics. Et c'est des gens qui ont une base de fans qui évolue avec le temps. Et les fans de Halo du lancement, vous êtes sûr qu'ils vont acheter le prochain Halo qui sortira bientôt. D'accord, donc si j'ai bien compris, la tentation pour Microsoft lors du lancement, enfin lors du développement plutôt du Kinect, c'était de se dire, tiens, nous on a cette partie, ces segments de marché ici, mais ailleurs il y a d'autres profils et ma foi ça peut doubler voire plus que doubler, parce que typiquement le corps des joueurs ils l'ont et ils étaient fidèles et ils étaient contents du produit, de la console, des jeux, mais l'opportunité c'était le marché que Nintendo avait ouvert. En 2010, les joueurs de Wii, n'avaient pas forcément joué plus trop, parce que la Wii était dans l'armoire et prenait la poussière. Et donc là, c'était essayer de reséduire ces gens-là avec la même promesse de dire on arrive avec un jeu vidéo beaucoup plus simple à utiliser, c'est intuitif, vous n'avez même plus besoin de manette, vous êtes la manette, tout le monde peut bouger, etc. Et donc c'est plutôt essayer de reséduire ces gens-là pour, là c'est même pas doubler, ça pouvait être tripler, voire quadrupler leur marché, parce que tout le monde en 2008 avait une Wii à la maison, quoi. Donc on comprend bien la tentation. C'est le nouveau marché, mais avec des nouvelles attentes et un nouveau public. Ouais. D'accord. Et au niveau de l'innovation, moi si j'ai bien compris, dans le Kinect,
c'est bourré quand même de technologies innovantes, hein, on est d'accord. Absolument, oui. C'est très 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 innovant parce que la qualité de l'image et ce qu'on pouvait en faire était incomparable. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait se rapprocher de ça. Et surtout, ça venait faire la rupture totale avec ce qui existait avant, avec leur compétition, enfin leur concurrence, qui était au même moment, qui était Sony, qui lançait, donc qui était un peu dans la continuité, je dirais, de la Wiimote, mais qui sortait cette manette qui était beaucoup plus précise, qui avait la profondeur, etc. Mais là, en fait, il sortait complètement du cadre en disant on ne va pas faire la guerre à la manette, on va sortir du cadre et on va ne plus avoir de manette. Et ça, pour le coup, c'est complètement rupturiste comme approche, même si derrière, on peut se souvenir qu'en 2003, il y avait Sony qui avait sorti un autre accessoire qui s'appelle l'EyeToy, et qu'ils ont ressorti ensuite en 2007. Donc ça, c'est le Nintendo... Pardon, c'est le Sony Eye, et qui avait le même concept de dire on a une caméra, mais c'était absolument pas le même produit. Et le Kinect, c'était ce qui se faisait de mieux en 2010 dans ces technologies-là. Et là, cette solution-là, ça a perduré aussi, enfin, ça a eu du succès? Ça a eu beaucoup de succès au lancement en 2003. Parce que là encore, c'était nouveau. Et pour que ça existe jusqu'en 2010, enfin 2007, etc., c'est qu'il y a eu un marché, mais la technologie était vieillissante. C'est-à-dire que la résolution de l'image n'était pas bonne, le micro n'était pas bon. Là où Kinect, en fait, apportait une nouvelle technologie, c'est-à-dire qu'on arrivait à modéliser le personnage. Dans Kinect, si vous avez une personne qui passe devant vous, l'ordinateur ou la console recalcule et ne vous perd pas et sait exactement qui vous êtes. Donc en fait, sur la partie EyeToy, c'était les pionniers, c'est eux qui ont inventé le concept, mais la technologie était vieillissante et véritablement, Microsoft a fait une innovation incrémentale, pas forcément structurelle, mais qui correspondait plus aux attentes du moment. Et dans mon Kinect, là j'ai reconnaissance du mouvement. C'est ça, donc je fais un geste et puis on reconnaît. Reconnaissance de la voix? De la voix. Au lancement, ils l'avaient pas forcément. Enfin, c'était pas sur tous les territoires. Donc en France, ils ne l'avaient pas au début. Maintenant, ils l'ont. Mais c'est effectivement, c'est reconnaissance de la voix, reconnaissance des mouvements. Il y a aussi le problème des caméras en général, c'est la luminosité. Donc là, il y avait aussi une notion de avec l'infrarouge, on peut voir, donc même si vous jouez dans le noir, ce qui arrive quand même souvent, on peut vous repérer. Donc c'était vraiment plein de nouvelles innovations qui permettaient un meilleur confort. On pouvait être plusieurs. Vous voyez la taille de, je ne sais pas si on peut voir, la taille de la caméra par rapport à l'EyeToy, c'est parce qu'il y a les différents justement capteurs, et on peut jouer à plusieurs. Et on reconnaît chacun. Enfin, et on reconnaît chacun, et quand on bouge, la caméra vous a suivi, donc c'est quand même, il n'y a plus besoin de réfléchir. On le branche. On ne réfléchit plus, il n'y a pas de paramétrage à faire, il n'y a pas de 15 000 boutons, c'est intuitif et simple. Reconnaissance du visage et pas au lancement, maintenant oui. Et du coup, quand on lance une Xbox, avant on avait besoin de s'identifier, etc. Maintenant, juste, il arrive à vous reconnaître par le visage, et en fonction de votre profil, il personnalise le contenu. Donc là encore, c'est super bénéfice. Et donc, au niveau de l'interface, c'est l'interface dans le jeu ou c'est l'interface avec le console pour dire, allez, allumez-vous, arrêtez, etc. Alors, il y a deux choses. Il y a la Kinect est toujours connectée. Et d'ailleurs, ça a posé un des problèmes à un moment donné parce que les gens pensaient que leur vie privée pouvait être espionnée, ce qui n'était absolument pas le cas. Mais elle est tout le temps allumée. Ça veut dire que si vous avez besoin, par exemple, d'allumer la télévision ou la console, vous avez juste besoin de dire Kinect allume la console et la console va s'allumer toute seule. Donc, il y a toute une partie navigation parce que Kinect, ce n'est pas que du jeu vidéo, c'est aussi du divertissement. Donc, il y a les films, il y a la musique, c'est toute la force du Xbox Live de Microsoft. Et on peut naviguer soit un peu à la Minority Reports en disant on passe cet écran-là, etc. Soit à la voix en disant regardez film à l'oral. Et donc la console va comprendre ce que vous dites et va vous envoyer dans la bonne section. Donc la promesse est quand même très forte. C'était pour le coup très rupturiste et il n'y avait que Tom Cruise qui arrivait à faire ça dans des films de science-fiction. Mais là, ça devenait une réalité. Donc ça a plu énormément au segment, je dirais, geek, parce que ils ont tous, j'en suis aussi, on a tous rêvé de pouvoir faire ça, quoi. Ouais, et c'est sûr que donc il y a un vrai changement, il y a une vraie innovation. On peut dire que c'est un game changing innovation, comme on dit en anglais. C'est vraiment une innovation de rupture. On est plutôt sur
c'est autre chose. La rupture, je pense que c'est plus, pour le coup, Lightoy, quand il est arrivé en 2003, où ils ont lancé cet accessoire qui permettait de filmer et on pouvait interagir, la vraie rupture, elle est arrivée à ce moment-là. Donc c'est plus une innovation où on a amélioré l'existant avec des attentes qui étaient beaucoup plus modernes et des vrais bénéfices que Lightoy n'apportait plus tout simplement. Ouais, ok, très bien. Alors, au niveau business maintenant, moi j'ai une innovation, une belle innovation. Je vais lancer cette innovation. Je vais m'adresser maintenant à d'autres segments de marché. Alors là, quels sont les défis? Parce que j'imagine qu'il y en a eu. Le défi, c'est d'arriver à montrer l'expérience. Parce que très souvent dans le jeu vidéo, c'est par la beauté des graphismes qu'on arrive à vendre. Regardez, c'est beau, ça, et donc voilà, on peut vendre par l'image. Kinect, vu que la promesse, c'est vous êtes la manette, pour comprendre comment ça fonctionne, il faut l'essayer. Donc le vrai challenge quand on lance la Kinect, et Micromania, c'était un des objectifs, c'est de faire en sorte de faire découvrir au plus grand nombre la technologie en le mettant dans des magasins. Et forcément, en magasin, quand on a l'habitude de mettre juste une télévision et une manette pour pouvoir jouer, avoir un système Kinect où on doit avoir le recul nécessaire, c'était du challenge, mais on était obligé de passer par là pour convaincre, parce qu'à l'époque, la presse, il y avait les pour, il y avait les contre. Forcément, Sony tirait à boulet rouge en expliquant plein de choses qui n'étaient pas forcément vraies et qui mettaient le doute dans la tête de certaines personnes. Et du coup, en laissant la possibilité aux gens d'expérimenter par eux-mêmes en magasin la technologie, les gens se faisaient leur propre avis. Et en général, quand ils voyaient comment ça marchait, ils étaient plutôt convaincus. Parce qu'on vend quand même une expérience. Hein. On vend une expérience, absolument. C'est une expérience, il faut vivre ça pour savoir. Alors là, il y a une chose qui m'interpelle. Je me dis, là, j'ai des hardcore gamers, comme on dit, les joueurs assidus. Les assidus, qui sont acquis, enfin qui sont vraiment, c'est mon cœur de métier, hein, pour ainsi dire, mon cœur de cible. Et là maintenant, je vais essayer d'aller vers d'autres types de personnes qui jouent beaucoup moins, qui n'ont pas la même connaissance du jeu, la même attitude, qui ne veulent pas les mêmes jeux. Comment est-ce que j'arrive à ménager la chèvre et le chou, pour ainsi dire? C'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué et d'ailleurs c'était un des plus gros challenges de Microsoft, c'était de Xbox, c'était de faire en sorte de rassurer les hardcore gamers pour montrer qu'ils n'allaient pas perdre de la qualité qui fait la nature même de la console et des jeux, tout en séduisant ceux que Nintendo avait laissé partir. Ouais. Donc comment arriver à avoir un message de « ce sont des jeux pour tous, vous inquiétez pas, c'est simple et vous aurez la même expérience que ce que vous aviez avec les Wii Sports à l'époque où on pouvait jouer au tennis, mais là, même plus besoin de manette. » Donc arriver à avoir un message sur la partie simplification, donc assez vulgarisé, et d'un autre côté, arriver à avoir un message rassurant où on explique qu'il y a plus de features, plus de bénéfices sur les jeux existants. Et c'est vrai que c'est un grand écart qui a été compliqué à faire. Oui, je veux bien le croire. Et les core gamers, quand ils ont... Enfin, non, pardon, parlons d'autre chose, plutôt des jeux. Parce qu'on parle de jouer, donc ça suppose qu'il y ait des jeux. Donc ça veut dire qu'il faut développer de nouveaux jeux pour ce nouveau public aussi. Le business model de Microsoft, effectivement, c'est de faire du hardware pour derrière faire en sorte que les éditeurs développent des jeux et prendre des royalties sur les jeux des éditeurs. Ouais. Donc il est indispensable pour que ça fonctionne d'avoir des jeux. Et pour avoir des jeux, les éditeurs veulent qu'il y ait des Kinect qui soient vendus. Donc c'est un peu le serpent qui se mange la queue. Ouais. Donc c'est pour ça qu'au début, Microsoft lance toujours des jeux à eux pour montrer la voie et faire en sorte que les gens adhèrent. Et une fois que les gens voient que ça se vend, les éditeurs vont dire « Ah, la base installée », parce qu'on raisonne en termes de base installée, augmente, donc ça devient intéressant de faire des jeux sur Kinect. Et l'activité de développement de jeux pour quelqu'un comme Xbox ou Microsoft, c'est plutôt pour amorcer la pompe. Absolument. C'est pas leur boulot, enfin, c'est pas leur métier. Dans l'ADN de Microsoft, contrairement à un Nintendo qui est plutôt un fabricant de jeux vidéo ou un Sony qui est plutôt un fabricant de hardware, Microsoft, ce sont ni des fabricants de hardware à la base, ni des fabricants de jeux vidéo. C'est des gens qui vendent
l'interface, le Windows, etc. Donc la vraie promesse, c'est comment je peux utiliser cette technologie et en faire bénéficier les autres pour que tout le monde se l'approprie. C'est vraiment la vision de Bill Gates de dire c'est l'OS, je ne vends pas de PC, mais je vends l'OS qu'il y a dedans. Donc ils ont besoin justement de ces partenaires pour vendre. Et derrière, il faut que les partenaires soient séduits par les ventes de hardware, parce que si les hardware ne décollent pas, ils ne vendront pas de jeux. Et les jeux sont arrivés ou non? Et les jeux sont arrivés, ils ont amorcé la pompe en faisant leurs propres jeux. Les éditeurs ont été quand même plus ou moins timides au début. Ils ont fait un peu ce qu'on appelle le minimum syndical de notre point de vue pour montrer des jeux qui étaient avec Kinect. Et en fait, les gens hésitaient toujours entre est-ce qu'on fait des jeux à 100% Kinect, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir Kinect pour y jouer, ou est-ce que l'on fait des jeux avec des fonctionnalités Kinect, mais on n'a pas besoin d'avoir Kinect pour pouvoir y jouer. Et en fait, c'est plutôt sur le deuxième scénario que les éditeurs se sont focalisés. C'est je veux jouer à un jeu de football ou un jeu de voiture, donc je peux jouer avec la manette sans Kinect, mais si j'ai Kinect, quand je tourne la tête, la tête dans le jeu pourra tourner, donc je pourrai regarder dans les rétroviseurs, etc. Donc c'est un plus d'avoir Kinect. Mais ce n'est pas indispensable. D'accord, mais donc il n'y a pas de jeu 100% Kinect? Il y en avait. Ouais. Et c'est vrai que c'était principalement développé par Microsoft. Ouais. Et il y avait des jeux comme Fable, qui était une franchise très connue dans la partie jeu de rôle, qui était du 100% Kinect. Et vous aviez besoin d'avoir Kinect pour y jouer. Et c'était justement pour rassurer les gens qui avaient acheté Kinect, pour dire, écoutez, pour vous, il y a des jeux qui sont 100% Kinect. J'imagine, alors je ne suis pas un grand joueur de jeu, mais j'imagine que jouer un jeu Kinect pendant longtemps, quelques heures, moi je vois mes fils, ils sont capables de rester pas mal d'heures à jouer justement avec la manette. Je me dis que rester debout ou utiliser son corps pendant 1 heure, 2 heures, etc., ça va être bien plus fatigant aussi. C'est le problème en fait de Kinect et sur la segmentation hardcore et versus les casual, c'est que les joueurs casual qui vont jouer 20 minutes par semaine, ça ne les dérange absolument pas de danser sur un Just Dance pendant 20 minutes et ils vont bien transpirer, etc. Mais un joueur hardcore qui va vouloir faire une aventure qui dure 3 heures et il doit être debout et à chaque fois qu'il donne des coups d'épée, il doit faire... au bout d'une demi-heure, on n'en peut plus, quoi. Donc c'est vrai que pour lui, la manette, ça fait partie de son savoir-faire aussi, non? La manette, il y a la partie skills, la partie et surtout la manette offre quand même beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire que quand vous faites un jeu de, je sais pas, un jeu de combat, quand vous faites un jeu vidéo, vous pouvez faire ce qu'on appelle des combos avec des figures extraordinaires, des pirouettes, etc. Si vous êtes uniquement limité par les mouvements que vous allez faire, à part l'uppercut et le crochet, vous n'allez pas pouvoir faire des sauts extraordinaires. Donc en termes de richesse ou de possibilités, Kinect restreint, parce que on n'a pas les 10 manettes qui vous permettent de faire des super combos. Mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais du coup plus répétitif. Alors là, dans les jeux plutôt hardcore, comme on dit, est-ce que l'extension, le rajout du Kinect, ça a permis d'autres choses? Parce que là, on voit dans les chats des personnes qui disent « Ouais, ce serait super, on est en train de faire ça, puis on pourra aussi faire un geste avec la main, et puis quelque chose va arriver. » Est-ce qu'ils ont développé cette possibilité? Il y a eu pas mal de jeux qui ont effectivement utilisé la technologie pour améliorer l'expérience dans le jeu. Et je pense à 2 exemples. Un qui était un jeu de zombies, où c'est un jeu un peu d'infiltration, où il faut avancer sans se faire repérer parce que sinon les zombies vous attaquent, etc. Et ils avaient utilisé la fonctionnalité du micro, qui fait que si dans la maison, au moment où vous avancez dans le jeu, il y a un bruit parce que vous toussez, ou il y a quelque chose qui tombe, etc. Oui, le chien qui décide d'aboyer. Ou le chien qui aboie, les zombies dans le jeu vont vous entendre, vont vous repérer et vont commencer à vous courser. Donc ça, c'était rigolo. C'est génial. C'est génial. Ouais. Et l'autre chose, là, c'est plutôt pour les joueurs de foot, qui en général, on a toujours un peu tendance à injurier les joueurs en face ou l'arbitre. Et là, ils avaient rajouté une fonctionnalité qui permettait, au moment où vous faites une faute, si Kinect entend que vous rouspétez, etc., l'arbitre pouvait vous mettre un carton rouge. Donc c'est gadget. Ouais. Bien évidemment, on peut désactiver ça parce que si vous vivez dans un endroit bruyant, vous n'avez pas envie d'être pénalisé dans un jeu de zombies. Mais en tout cas, le clin d'œil était amusant. Ouais, très bien, très bien.
Alors, donc, on a parlé des jeux comme partenaires, ou des développeurs de jeux, pardon, comme partenaires. Alors après, l'autre partenaire, bien sûr, ce sont les canaux de distribution. Et c'est vrai que Hugo, lors du lancement, il était responsable de cette partie-là. Je pense que vous avez travaillé ensemble, d'ailleurs. J'ai travaillé avec Hugo, Voilà. absolument. Ouais. Alors, au niveau de la distribution, quels sont les défis? Nouveau segment de marché, donc, nouveaux canaux de distribution? Non, c'est dans la mesure où, là pour le coup, Kinect ne se télécharge pas, puisque c'est un accessoire, donc on a besoin d'avoir une présence physique pour le vendre. Donc pour Micromania, ça ne change rien en termes de distribution, ça reste un produit comme un accessoire, comme une manette, etc. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus sur la partie experiential, sur la partie faire découvrir aux clients, où il y avait des challenges, parce que l'actualité était tout le monde regardait en fait de très près comment Microsoft allait réussir à vendre Kinect. Donc tous les feux étaient braqués sur nous parce qu'on était le plus gros réseau de distribution. Donc il ne fallait pas se louper, parce que si dans le jeu vidéo, c'est un peu comme dans le cinéma, la première semaine, vous savez si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner. Donc on a un système de réservation qui fait qu'on a pu travailler bien en amont, pour que le jour du lancement, tous les gens qui avaient réservé viennent, donc arriver à faire des ventes dès les premiers jours. Par contre, le bouche à oreille et l'expérience, c'est ce qui entraîne les ventes suivantes. Ouais. Donc le vrai challenge pour vendre Kinect, c'était ça, c'était d'arriver à faire découvrir en magasin, parce que les magasins ne sont pas forcément meublés ou n'ont pas forcément l'espace. Et après, il peut y avoir des problèmes de trop de lumière, pas assez de lumière, le passage qui, même si c'est une superbe technologie, quand vous avez 20 personnes qui passent devant la caméra, c'est peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Ouais. Donc les challenges, ils étaient plutôt là. Mais pour ces nouveaux clients aussi, enfin pour le jeu vidéo d'une manière générale, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'acheter des jeux, ils ne connaissent pas le monde des consoles. Alors j'ai tendance à penser qu'ils auraient des habitudes d'achat chez la concurrence, en ce qui vous concerne, donc dans la grande distribution. C'est le cas ou non? Plus on va vers le grand public, moins Micromania est le retail préféré, le magasin préféré. C'est sûr que le stéréotype de la ménagère, elle va plus faire ses courses à Carrefour que venir une fois par semaine à Micromania. Mais comme nous sommes spécialistes et que Kinect était une nouvelle technologie et qu'il y a un travail d'éducation, avant de dépenser, parce que c'est quand même pas non plus offert Kinect, on n'est pas dans l'achat d'impulsion, c'est ça que je veux dire, on n'est pas sur quelque chose qui est à la caisse, des bonbons, etc. Les mamans, qui en général vont faire leurs courses à Carrefour, si leurs enfants veulent Kinect, vont quand même venir en magasin pour discuter avec le vendeur, pour voir comment ça fonctionne, etc. Et si les vendeurs sont bons, c'est à ce moment-là qu'ils transforment, au moment de la prise d'information. Mais bien évidemment, Carrefour et Auchan et les autres proposer aussi Kinect au lancement. Absolument. D'accord, très bien. Alors, 2010 le lancement, nous sommes en 2016 maintenant. Bilan pour Xbox, le Kinect. Le bilan, c'est que ça a été une superbe expérience pour Microsoft, et en termes d'image, c'était quelque chose qui a été très très positif pour eux, parce que tout le monde a entendu parler de Kinect. Donc pour l'image Microsoft, arriver à avoir ce produit qui était hot, c'était bon pour l'image. Maintenant, malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire le même succès que Nintendo avec la Wii, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à vendre autant de Kinect que Nintendo avait réussi à vendre de Wii. Donc le bilan, c'est que j'ai noté quelques chiffres. On parle souvent de base installée. En 2002, donc un an après le lancement, la base installée de Kinect, elle était de 18 millions dans le monde, par rapport à une base installée de console qui était de 65 millions de Xbox 360. Donc le taux d'équipement ou le taux d'attache, comme on peut n'était pas à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré. Et pourquoi ? C'est parce que principalement, le public Nintendo n'est pas le public Microsoft. Et les jeux que fait Nintendo ou que les éditeurs font sur la Xbox, vous n'avez pas de plombier sur Xbox, vous avez beaucoup de jeux de guerre, beaucoup de jeux de voitures, etc. Plus des jeux, le contenu est plus ciblé pour les gamers. Et les jeux qu'on dit à la Nintendo, en fait, pour famille, il n'y en a pas beaucoup. Même s'ils essayent, mais ni les éditeurs ni Microsoft n'ont réussi aujourd'hui à avoir un Mario Killer
qui attirerait justement le grand public. Donc c'est un peu le bilan. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas eu le wow effect que Nintendo a pu avoir en le sortant, parce que là, les gens connaissaient, mais derrière, ça a beaucoup plus séduit pour le coup les hardcore gamers pour les fonctionnalités, je dirais même hors jeux vidéo. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut utiliser Kinect pour faire du Skype, on peut utiliser Kinect pour, quand on joue, d'avoir du picture-in-picture et voir ses amis, donc faire du chat. Mais la partie jeu, malheureusement, n'a pas été à la hauteur des ambitions. Donc, quelque part, voilà la question, c'est que là, il y avait toute cette technologie qu'on a décidé de mettre au service du jeu vidéo. Maintenant, on peut se demander s'il n'y a pas d'autres utilisations pour la technologie qui est dedans. Et en fait, l'ADN de Microsoft, c'est ça. C'est comment proposer une technologie aux autres pour que les autres s'en emparent. Et là, pour le coup, je pense que Kinect a un beau futur devant lui, parce que les applications en dehors du jeu vidéo sont innombrables. Il existe un bon nombre de vidéos sur la toile qui montrent comment on peut utiliser Kinect dans une salle de classe pour manipuler les objets, comment on peut les utiliser dans un bloc opératoire ou quand on a besoin de manipuler des radios sans avoir et qu'on a les mains dans le patient, ou dans le retail, où sans avoir à se changer, Kinect peut identifier qui vous êtes, bouger en temps réel. Donc là, et on est plus sur les nouvelles technologies qui sont la réalité virtuelle, qui est aussi une tendance. Et pour le coup, Microsoft a une petite longueur d'avance dans ce domaine-là grâce à Kinect. Donc là, on revient un peu aux promesses, si l'on veut, du lancement, qui était de dire, c'est pas tant c'est dans le jeu vidéo, mais c'est aussi le rapport entre l'homme et la machine qu'on change, ou l'interface, si l'on veut, entre l'homme et la machine. Et c'est là qu'il y a tout l'intérêt. La promesse est toujours là, ça veut dire que c'est quand même beaucoup plus facile de parler à une console que d'aller dans les interfaces. Et là où les approches entre Nintendo et Microsoft sont différentes, c'est que Nintendo, c'est user-friendly, c'est facile d'accès parce que l'interface est simple, vous avez peu de choix et donc un enfant peut y aller. Microsoft, les interfaces sont beaucoup plus compliquées, il y a beaucoup plus d'options, mais ils ont essayé de le rendre plus facile avec Kinect. Mais tant que les interfaces seront compliquées, ça sera difficile de toucher le grand public. Et ce que a fait très bien Apple, justement, sur leur ergonomie, c'est qu'ils simplifient beaucoup les choses pour orienter les gens. Mais c'est une vision différente. Microsoft, eux, ils aiment laisser le choix. Et pour les gens qui sont pointus, ils veulent pouvoir leur donner le choix de personnaliser, etc. C'est vraiment deux philosophies différentes. Et Kinect vient favoriser ou faciliter la navigation dans ces interfaces qui sont un petit peu plus compliqués que les autres. D'accord, donc voilà une belle aventure qui continue. Absolument. Et puis à voir ce qui va se passer après. Tout à fait. Mathias, merci beaucoup. De rien.